Pour ce cours, je voudrais partir d'une réflexion classique dans le champ philosophique et qui intéresse une opposition sur laquelle il faut revenir et qui peut être un sujet du bac, et qui est l'opposition entre nature et culture. C'est une opposition qu'on retrouve un peu partout finalement dans la réflexion philosophique et qui investit à la fois une question théorique, c'est-à-dire de quelle est la nature de cette opposition, qu'est-ce qu'elle signifie véritablement, est-ce qu'elle est réellement légitime ou pas, etc. Mais aussi, on va le voir, une question éthique et morale, c'est-à-dire elle va impliquer de réfléchir à des définitions qui impliquent un certain type d'action, certains interdits potentiellement, certaines limitations dans notre puissance d'agir. Bref, toute une réflexion en quelque sorte sur des grands principes qui pourraient régler notre manière d'être au monde. Alors, pour pouvoir mieux y réfléchir, il faut d'abord qu'on définisse un peu plus clairement ces deux termes qui sont assez souvent définis en philosophie, mais qui, on va le voir, restent malgré tout obscurs dans leur cœur. Alors d'un côté, il y a la nature. La nature, c'est ce qui est considéré comme ce qui n'a pas été modifié par l'être humain. C'est ce qui est resté vierge, intouché, et ça désigne à la fois tout ce qui existe, et en même temps tout ce qui n'est pas l'œuvre de l'être humain. Donc déjà là-dessus, il y a une sorte de confusion, une difficulté, c'est que la nature, on va considérer classiquement que finalement, elle peut pratiquement être synonyme du réel dans sa totalité. On emploie parfois le mot l'un pour l'autre. Mais en même temps, lorsqu'on veut réfléchir plus précisément sur le concept, on a l'impression que ce que désigne véritablement la nature, c'est une partie du réel qui n'a pas été modifiée par l'homme. Bon, la nature est aussi, la plupart du temps, assez souvent utilisée comme un synonyme d'essence. Alors je rappelle ce que c'est l'essence en philosophie, c'est un terme qu'il faut savoir, qu'il faut connaître, qu'on retrouve assez souvent dans des textes qui peuvent tomber en explication de texte et qui dans tous les cas est un concept très important de la réflexion philosophique. L'essence, ça désigne en philosophie la définition première d'une chose, d'un être, ce qu'il est au plus profond de lui-même. Le rapport entre l'essence et la nature, vous pouvez le retrouver par exemple dans l'expression nature humaine, qui est là aussi un des points très importants de la réflexion en philosophie, que ce soit sur la philosophie, la métaphysique, c'est-à-dire la réflexion sur les grands principes, par exemple la question de la liberté humaine, ou dans des champs plus restreints, plus spécifiques, notamment la question de la nature humaine est très importante dans le champ de la réflexion politique. À savoir, est-ce que par exemple la nature humaine est caractérisée par la violence, par une volonté d'être méchant vis-à-vis des autres, un égoïsme spontané, ou au contraire par une sorte de neutralité initiale, ou un caractère plutôt moralement bon dès le départ. Donc quand on parle de nature humaine, on fait bien référence à cette idée d'essence, c'est-à-dire de définition profonde de l'être humain. On parle de ce qui est profondément inscrit dans la définition de ce qu'il est, ce qui le caractérise fondamentalement. Donc ça, c'est un peu le champ du concept de nature. C'est un peu ce qu'il recouvre initialement. En opposition, on va retrouver le concept donc de culture. Alors, le terme de culture vient du latin colere, qui finalement signifie cultiver. La culture, ça désigne donc bien un processus par lequel un être transforme une nature initiale, un état initial des choses, et la culture va désigner par extension l'ensemble des traditions, des institutions, des croyances, des techniques d'une société humaine donnée. Le terme de culture va aussi renvoyer en fait à la question de l'habiter. En fait, habiter quelque part, tel qu'on le considère classiquement, c'est une manière finalement de transformer une donnée naturelle, un élément naturel, pour pouvoir le rendre habitable. Donc la culture, c'est l'ensemble des choses, des modifications qu'un être humain notamment, ou qu'une société humaine va opérer pour pouvoir rendre habitable la nature. Par ailleurs, la culture, c'est aussi le processus, ça désigne aussi le processus par lequel l'être humain se modifie lui-même et se distingue de sa nature initiale. Donc, on a là une sorte d'opposition, et cette opposition apparaît claire.
la nature serait du côté de l'essence, de l'inné, de la biologie, de ce qui est là dès le départ, comme une donnée initiale. Et au contraire, la culture serait du côté de l'acquis, de la construction, de l'apprentissage et de l'héritage. Toutefois, cette opposition, qui apparaît au départ claire, ne va pas sans plusieurs difficultés quand on y réfléchit plus spécifiquement. Alors d'abord, le concept même de nature apparaît problématique dans la mesure où il est lui-même le fruit d'une construction culturelle qui ne va pas de soi. Désigner la nature comme un champ de réalité extérieur à l'être humain, comme ce qui n'a pas été touché par l'humain, implique de postuler, c'est-à-dire de considérer comme évident, comme admis, une différence fondamentale entre ce que l'humanité produit et ce que le monde serait initialement. Mais sur quoi fonder une telle différence ? J'essaie de clarifier un peu ce que je viens de dire. Le problème finalement, c'est que la désignation d'une forêt comme étant quelque chose de naturel et d'une ville comme quelque chose d'artificiel, de culturel, implique de considérer qu'il y a quelque chose dans l'essence de la ville, quelque chose qui ne peut pas être considéré comme naturel, comme exactement similaire, je ne sais pas, à une fourmilière de fourmis. Si vous voyez une fourmilière dans une forêt, vous n'allez pas considérer là qu'il y a quelque chose de culturel ou d'artificiel, quelque chose qui ne serait pas la nature. Vous considérez que la fourmilière est partie intégrante de la nature, partie intégrante de cette forêt. Si vous voyez au contraire une construction humaine au milieu de cette forêt, vous allez pouvoir considérer au contraire qu'il y a là quelque chose qui n'est pas naturel, qui sort entre guillemets du champ de la nature. Pourquoi cette différence ? Qu'est-ce qui légitime finalement qu'on puisse différencier ici la ville de la fourmilière ? C'est pas évident. En fait, c'est pas si simple à comprendre. Le deuxième problème, la deuxième difficulté, c'est que si on définit, et en fait cette deuxième difficulté est liée à la première, si on définit le concept de nature comme l'ensemble de ce qui, donné immédiatement au monde, n'a pas fait l'objet d'une transformation par l'être humain, il apparaît que l'acte par lequel on identifie ce champ comme naturel lui fait perdre du même coup toute naturalité. Pour le dire autrement, nommer la nature serait en quelque sorte la perdre. Alors pour clarifier ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut bien comprendre que le langage est un élément très important de la culture. Parler, nommer, définir les choses, inventer des concepts, construire des idées, c'est déjà un acte culturel. Alors on y reviendra plus loin, on verra pourquoi, mais ce que l'on peut dire rapidement, c'est que quand vous produisez des concepts, quand vous construisez des idées par le langage, ce que vous êtes en train de faire, c'est effectivement en train de modifier la nature, même si on n'a pas l'impression qu'on le fait, parce qu'on n'a pas l'impression qu'il y a une modification matérielle, on n'a pas l'impression que la chose a changé. En fait, quand vous la nommez par le langage, quand vous l'associez à un concept par exemple, vous êtes en train de la transformer parce que vous la faites entrer dans une catégorie qui n'existe pas avant. Quand vous dites que cet arbre est un chêne ou un marronnier, vous placez le marronnier que vous êtes en train de voir dans une certaine catégorie, un certain concept, et ce concept il n'existe pas s'il n'y a pas de culture. Donc nommer les choses, c'est déjà en quelque sorte, on dira les acculturer, les faire rentrer dans la culture. Or le concept de nature, c'est effectivement un concept, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui existe initialement, c'est pas une donnée initiale, c'est quelque chose qui est le résultat, le fruit d'une culture particulière qui considère qu'il y a là des choses à nommer comme naturelles et d'autres non. Donc le concept de nature est paradoxal parce qu'il implique finalement une culture et il est lui-même culturel. Donc du coup on pourrait se demander si le concept de nature n'est pas, on dit en philosophie, aporétique. Aporétique, ça veut dire qu'il ne mène nulle part, il se retourne sur lui-même. Et enfin, si on définit le concept de nature comme l'ensemble de ce qui est, considérant alors que tout relève d'un donné immédiat, alors c'est l'idée de culture qui semble disparaître, en même temps que l'idée d'une quelconque artificialité. Pour le dire autrement, et là on revient finalement à notre premier problème, si la nature désigne finalement le réel, tout ce qui est, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a peut-être pas de légitimité à considérer que les comportements humains, les
les rituels humains, les machines humaines, les techniques humaines, les villes humaines, toutes les constructions humaines soient particulièrement artificielles, culturelles. Si on ne considère pas qu'un nid est culturel, mais qu'il appartient à la nature, pourquoi devrait-on considérer qu'une cabane fabriquée par un être humain est un acte culturel, artificiel, qui sort de la nature? Là aussi, c'est compliqué. Bon, là, j'ai relevé avec vous quelques problèmes liés à cette opposition entre nature-culture et au fait que cette opposition se fonde sur finalement une définition de la nature qui ne va pas de soi. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que ces difficultés dont je vous parle, elles se fondent finalement sur... elles impliquent plutôt une difficulté plus particulière quant au concept de nature humaine. Ce que je veux dire par là, c'est que la question de l'opposition entre nature et culture trouve son point d'appui et son point nodal, c'est-à-dire sa difficulté première, sur le concept d'être humain et sur la définition qu'on donne de l'être humain. Ce qui est au cœur, en fait, de la distinction nature-culture, c'est bien l'idée qu'il y a au milieu quelque chose, qui est l'être humain, et qui produit une modification de la nature et invente la culture. Donc au cœur de notre problème, du problème de la relation nature-culture, au cœur de la difficulté, il y a en fait la question de la définition même de ce qu'est l'humanité, de ce qu'elle peut désigner ou de ce qu'elle peut recouvrir. Alors, et de ce point de vue-là, on peut reprendre les points que l'on a vus juste avant, les points de difficulté liés au concept de nature-culture, à cette relation, et les appliquer à la question de la nature humaine. Alors, si on revient sur le premier problème qu'on vient de soulever, qui est relatif, donc je l'ai dit, à la légitimité même de la différence entre nature et culture, on comprend que cette distinction nature-culture implique d'admettre une sorte de privilège humain, une particularité en tout cas, puisque la culture humaine opérerait une rupture entre la nature, qui serait ce qui est intouché, ce qui est initial, et la culture humaine, qui serait un acte de transformation de l'humain, et donc une modification essentielle de la nature des choses. Mais le problème, c'est qu'est-ce qui fonde un tel privilège? Qu'est-ce qui fonde une telle distinction? Qu'est-ce qui fait, finalement, qu'on peut dire que quand l'être humain fait quelque chose, il produit de la culture? Pourquoi est-ce que ce que fait l'être humain ne serait pas, de ce point de vue-là, semblable en termes de statut à ce que fait, je ne sais pas, justement, l'oiseau quand il construit son nid, la fourmi lorsqu'elle construit sa fourmilière, le chimpanzé lorsqu'il va chercher il a fabriqué un petit instrument, un petit outil pour aller chercher des fourmis dans les troncs d'arbres. Pourquoi c'est différent? Pourquoi ça serait différent chez l'être humain? Si on admet que c'est différent, c'est qu'on considère que l'être humain est différent. Mais sur quoi tient cette différence? Voilà un problème. Par ailleurs, concernant le problème relatif au paradoxe de nommer la nature, l'idée que je viens de développer, c'est-à-dire l'idée que nommer la nature, c'est déjà être dans la culture, l'idée que cet acte est lui-même culturel, il y a un deuxième axe du questionnement sur l'être humain qui apparaît. Finalement, dans le même ordre, nous pouvons considérer que les manières de dénommer, de désigner la nature humaine, renseignent principalement sur la culture à l'intérieur de laquelle nous nous situons pour le faire. Notre question est alors, que désigne le geste qui consiste à dire que tel ou tel aspect de l'humanité est naturel? Alors pour clarifier ce que je veux dire par là, ce qu'on va voir, c'est qu'il arrive très souvent dans la philosophie qu'on va désigner la nature humaine, dire la nature de l'être humain est d'être, je sais pas, mauvais, d'être bon, d'être libre, d'être au contraire astreint à l'instinct et qui vont en sortir. Enfin bref, on définit la nature humaine d'une certaine manière. Et peut-être qu'en fait derrière cette définition de la nature humaine, il y a peut-être plutôt un geste culturel, c'est-à-dire peut-être par exemple idéologique, un parti pris, si vous voulez. Je vais vous donner un exemple concret, un exemple, et on pourra le développer plus tard. Par exemple, lorsqu'on définit l'être humain comme naturellement méchant, on n'est peut-être pas en train de définir une véritable nature humaine, mais plutôt en train de faire un état des lieux de la culture dans laquelle on se trouve.
un philosophe qui va dire que l'être humain est naturellement méchant, est-ce qu'il est vraiment en train de parler de la nature intouchée, inviolable, initiale de l'être humain, de ce qu'il est au plus profond de lui-même, ou est-ce qu'il est en train de parler finalement de ce qu'il constate autour de lui dans la société, c'est-à-dire des troubles, de la violence, des crimes. Et dans ce cas-là, est-ce qu'en fait il est en train de parler de la nature humaine ou de la culture de l'être humain? Alors enfin, la dernière difficulté concernant le domaine même de ce que nous appelons nature, pourquoi ça serait-elle aux bornes de la culture, hein, nous pouvons ici faire l'hypothèse que, du point de vue de l'être humain, tout le problème concerne la limite entre ce que nous considérons comme naturellement humain et ce qui ne l'est plus. N'est-ce pas culturel que de définir la nature humaine de telle ou telle manière, ça on vient de le dire, mais si même on admet qu'il y a effectivement une nature humaine, la question c'est où est-ce qu'elle s'arrête? Ça c'est une vraie difficulté, parce qu'en fait, si je donne un exemple, il apparaît comme évident qu'il y a toujours eu dans l'histoire de l'humanité des groupes humains, des sociétés humaines. Il n'y a pas eu de moment où l'être humain était un individu isolé dans une faune, au milieu d'une faune sauvage et au milieu d'un paysage hostile où il devait se défendre tout seul et qui se serait ensuite rassemblé en groupe artificiellement. Non, il y a dès le départ eu des sociétés humaines, des petits groupes d'êtres humains qui vivaient ensemble. C'est notre manière, en quelque sorte, spontanée d'exister, de survivre. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il est naturel de faire société? Il est naturel de produire une culture. C'est notre manière naturelle, entre guillemets, d'exister. Pourquoi est-ce qu'il y a un moment donné où on a le sentiment que ce n'est plus naturel? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc il est nécessaire d'éclairer cette relation nature-culture afin de mieux comprendre en quoi elle peut investir la question de la définition de l'être humain. Ce qui fait que cette question de la relation nature-culture est intéressante, et on va le voir, et je finis là-dessus pour cette première pastille philosophique et audio. La difficulté, c'est qu'une telle définition de l'être humain n'est pas seulement une question théorique d'un philosophe qui voudrait, entre guillemets, s'amuser sur ce que l'être humain, comment on peut le définir, ce que ça veut dire vraiment d'être humain. Il y a un enjeu en fait bien plus grand qu'un simple enjeu théorique et spéculatif, si vous voulez. Il y a un enjeu éthique et moral. Parce qu'en fait, quand vous définissez l'être humain, vous définissez en même temps les bornes, les limites de ce qu'on peut lui faire faire, les bornes et les limites de son humanité, donc l'endroit, le moment où il ne devient plus être humain, où il ne l'est plus, où on peut considérer qu'il cesse de l'être. Vous définissez aussi peut-être des obligations, des lois, des droits qu'il aurait naturellement, spontanément, et donc vous définissez tout un cadre qui lui permet d'agir. Donc finalement, derrière la question de l'être humain, il y a des questions beaucoup plus vastes. Pour vous donner un exemple local, toute la question contemporaine sur le cyborg, c'est-à-dire l'association potentielle des êtres humains avec des machines, c'est une question philosophique sur quelle est la limite de l'être humain. Où se situe l'être humain? Est-ce que l'être humain est dans son corps? Est-ce que l'être humain est dans sa conscience? Est-ce que l'être humain c'est un peu les deux? Est-ce que finalement la distinction conscience-corps n'a pas de sens? Est-ce que si on augmente mon intelligence par des processus artificiels, est-ce que je suis encore un être humain? Est-ce que si on augmente artificiellement ma force ou ma puissance physique ou ma longévité jusqu'à des centaines d'années, est-ce que je suis encore dans le cadre de l'humanité? Bref, il y a derrière la définition de l'être humain des questions sur ce qu'on peut ou pas faire. Donc voilà, ce qu'on va essayer de produire, ce qu'on va essayer de faire, c'est de réfléchir à cette question le plus profondément possible et par de multiples aspects.